sont à côté justement de ce processus de dédollarisation. L'autre grande ambition des BRICS est de mettre fin à l'hégémonie occidentale sur les institutions de Bretton Woods, principalement visées le Fonds monétaire international ou encore la Banque mondiale. Pour ce faire, Elvis Sumbouba, les BRICS ont créé une nouvelle banque de développement basée du côté de Shanghai. Est-ce la démarche nécessaire pour mettre fin à cette hégémonie des institutions de Bretton Woods? Eh bien, M. Nguyen, il voudrait mieux comprendre que les BRICS, le bloc BRICS élargi, le fait qu'elle ait conçu en 2014 la nouvelle banque de développement qu'on appelle habituellement la banque des BRICS, oui. C'était justement pour pallier à toutes les différentes démarches inégalitaires, impérialistes et donc néocolonialistes mises en place par les instruments du système de Bretton Woods, à savoir le FMI et la Banque mondiale. Et du coup, les pays qui n'étaient pas, j'allais dire, religieux, studieux, conformistes à leurs consignes, qui, au point où il fallait vendre sa souveraineté, eh bien, n'étaient pas justement éligibles à pouvoir pleinement être assistés de par leurs offres financières qu'ils vendent tant. Or, avec, bien entendu, la présence, le contrepoids majestueux de la Banque des BRICS, aujourd'hui, c'est beaucoup plus une réalité démonstrative qu'on n'a même plus réellement besoin de recourir ni au FMI, ni à la Banque mondiale, encore moins à tout type d'instruments issus des pays membres du G7. Oui. Lorsqu'on aspire... C'est une façon pour vous de dresser un bilan positif? C'est une façon pour vous de dresser un bilan positif de cette banque des BRICS 2014-2024, 10 ans plus tard? Il faut dire que la guerre est toujours en actualité. Quand on parle de guerre, ce n'est pas seulement une affaire d'armement, c'est aussi une guerre économique, une guerre commerciale. Donc on parle d'intelligence économique, d'où effectivement le caractère géostratégique des BRICS aujourd'hui qui se retrouvent bien entendu aux BRICS plus 10 membres. Donc c'est fait à dessein. Je vais d'abord rappeler de façon historique qu'aujourd'hui nous parlons des BRICS, mais en fait les BRICS ne sont rien d'autre que la réincarnation de la conférence de Bandung, de Bandung qui avait lieu il y a quasiment bientôt sensiblement 61 ans, qui en fait avait des principes comme quoi il fallait promouvoir la non-ingérence et effectivement le respect des États dans leurs principes intrinsèques et d'auto-gestion, donc d'auto-gouvernance, donc d'auto-indépendance. Ce qui fait que malheureusement, les pays membres non alignés, si vous le dire comme ça, donc les pays qui étaient membres du système de Bandung, se sont retrouvés de par toutes les cabales mises en place par, bien entendu, les États-Unis pour pouvoir les disloquer, les affaiblir, ont fait en sorte qu'aujourd'hui, il a fallu qu'il y ait des initiatives de resurgence, entre autres, par exemple, l'OCI en 71-75, c'est-à-dire l'Organisation de la coopération islamique, qui, elle aussi, a voulu prendre le flambeau. Elle a fait mieux qu'elle a pu, et du coup, on se retrouve entre 2009 et 2010 avec, bien entendu, Saddam Hussein et Kadhafi qui ont encore davantage rehaussé l'idée de pleine souveraineté afin de pouvoir faire comprendre, bien entendu, au bloc occidental que ce n'était pas possible d'éterniser leurs lois et leurs dictats au sein des États qui veulent pleinement s'émouvoir et pleinement se développer. Voilà pourquoi aujourd'hui, la Banque des BRICS, en arrivant en 2014-2015, elle a étudié effectivement l'univers économique imposé, toxique par les pays membres du G7. Et dans cette étude, bien entendu, avec beaucoup de soubresauts, elle a pu aujourd'hui, j'allais dire, à partir de 2021, pu mettre en place des mécanismes tels que, par exemple, puisqu'on parle de dédollarisation, la promotion d'une ISO, d'une norme ISO qui n'était pas jusqu'à présent connue, qu'on appelle la norme ISO 20022. Alors, cette norme ISO 2022 nous permet aujourd'hui aisément de pouvoir mieux apprécier la valeur d'un pays à partir de sa véritable monnaie et donc de ses acquis.
ce qui est différent avec la façon dont on pouvait, de façon spéculative et mensongère, présenter le tableau économique d'un État qui souvent, malheureusement, était assis sur le dollar. Donc nous savons, vous et moi, que le dollar ne se reposait fondamentalement sur rien. Donc dans ce vide maintenu à la fois par les titres, les obligations de trésor américain, la typisation, y compris bien entendu du fait qu'il fallait justement s'asseoir sur un certain nombre de compromis. Du coup, le dollar prenait sa valeur à partir, j'allais dire, des éléments qui n'étaient complètement ni garantissants ni transparents. Or, avec la norme ISO 20022, on a complètement l'aisance de pouvoir concevoir une infrastructure à la fois financière et bancaire qui permettrait à ce que non seulement on va éteindre le caractère extraterritorialité du dollar et d'autre part aussi pour pouvoir pleinement garantir le secret bancaire et donc la confidentialité des informations financières et bancaires de chaque État et donc dans leurs transactions interbancaires, inter-États, de telle enseigne qu'il n'y ait pas justement de chantage et encore moins d'espionnage. Voyez-vous bien que la norme ISO 2022 favorise bien entendu les différentes démarches du système de paiement qui est d'ailleurs jusque-là en mode d'État, qu'on appelle le BRICS-Pay, parce que dans le BRICS-Pay, justement, il y a une autre infrastructure qu'on appelle le bridge, ou encore BRICS-Bridge, qui est toute une autre infrastructure dans laquelle les États prioritairement membres du bloc BRICS élargi, y compris des États qui envisageraient avoir le statut de pays partenaire des BRICS, et si possible pays observateurs, vont devoir remplir les formalités auprès, bien entendu, de la Banque des BRICS pour pouvoir justement voir dans quelle mesure, selon on va dire, un espace de possibilités de transactions financières qui leur sera accordé. Mais toutefois, les full options, donc la pleine possibilité de pouvoir s'émouvoir financièrement et bancairement, l'idéal, ce serait d'être membre plein afin de pouvoir justement bénéficier à la fois des conditions les plus assouplies, les plus humaines possibles pour pouvoir obtenir des financements et de l'assistance financière et bancaire de la Banque des BRICS, y compris les outils technologiques infrastructurels qui est lié au domaine de la finance. Cette finance est liée à des principes qui sont sous-tendus par ce qu'on appelle la promotion des valeurs d'un monde multipolaire émergent. C'est ce que vous devriez, ou que les gens devraient comprendre, les États sont invités à comprendre cela, bien entendu, en, par exemple, se rapprochant de notre ONG pour bénéficier des formations en rapport avec l'économie multipolaire. Parce que ce sont des nouvelles notions, ce sont des nouveaux concepts économiques qui sont normalement invités, pour ne pas dire de façon obligatoire, à comprendre et à connaître et à les maîtriser. Sinon, ils resteraient toujours en marge avec un ancien système économique et financier qui, malheureusement, est de plus en plus nocif, vénéneux et donc nuisible. Alors, rassurez-vous, la Banque des BRICS apporte justement des solutions, des mécanismes à la fois à l'endroit des pays membres du Sud global, comme on peut dire des pays du tiers-monde, mais surtout des pays qui souvent sont majoritairement en conflit avec les pays membres du G7, en conflit prioritairement avec les États-Unis et l'Union européenne. La Banque des BRICS peut aisément les accueillir et leur présenter leur portfolio de solutions financières et bancaires selon leurs différents types de projets. Donc, on peut clairement aisément dire qu'ici, le fait de pouvoir s'orienter vers les BRICS en recourant à leurs solutions financières et bancaires, c'est d'ailleurs éviter justement que le pays qui va souscrire à un crédit ou à une assistance financière venant de la Banque des BRICS ne se retrouverait plus dans un schéma d'esclavagisme ou de néo-esclavagisme qui est conçu par le fait qu'on aille justement solliciter de l'aide financière, soit du FMI ou de la Banque mondiale, qui ne sera d'ailleurs, pour la plupart des cas, que des cercles vicieux. On n'en sort jamais et on ne rembourse presque pas. Ce n'est pas le cas avec les schémas, bien entendu, du système financier et bancaire de la Banque des BRICS. Merci bien. En gros, ce qu'on retient, Karl, c'est que la Banque des BRICS aujourd'hui est une véritable alternative à ces institutions de Bretton Woods. Évidemment, comme je le disais tantôt, le caractère alternatif n'est que de façon graduelle parce qu'elle va réellement prendre son effervescence lorsque les États membres des BRICS, du bloc BRICS élargi, vont finalement adopter la monnaie des BRICS définitive. Parce que, comme je disais tantôt, elle n'est pas encore, d'ailleurs, ce n'est pas le sujet central de ce 16e sommet de Kazan, mais toutefois, les infrastructures qui vont favoriser l'avènement le plus rapide, sinon avant 2028, de cette monnaie tant attendue, permettraient déjà que des systèmes interpays, d'où effectivement, de façon palliative, la mise en place, la mise en avant
des monnaies locales, des monnaies nationales, qui permettraient déjà à ce que chaque État devrait déjà concevoir ce qu'on appelle une infrastructure numérique, donc à partir de ce que l'un des pays membres des BRICS a conçu, que l'on appelle ce qu'on appelle généralement un instrument qui permet de pouvoir mieux évaluer ces richesses naturelles et ces différentes richesses qui justifient clairement le profil type d'un État. Voilà pourquoi d'ailleurs, si aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles l'État d'Algérie n'a pas pu intégrer ou adhérer au bloc BRICS élargi, parce que justement, il y avait des éléments qui étaient malheureusement pas du tout cohérents et donc pas du tout rassurants pour pouvoir réellement l'intégrer. Or, avec justement cet indice de développement, cet indice de référence des richesses permettrait aisément à ce que cette monnaie tant attendue puisse pleinement se déployer à travers les différents instruments financiers bancaires qui seront d'ailleurs de plus en plus expérimentés dans le BRICS Bridge, donc l'infrastructure financière qui est toujours en mode bêta, et entre autres éléments déjà de pouvoir le mettre en exergue, on a déjà le fait que nous mettons déjà en avant l'utilisation des monnaies locales ou des monnaies nationales, dans le fait de pouvoir contourner, esquiver, s'éloigner de plus en plus de la nocivité des monnaies, de la monnaie américaine, y compris bien entendu de la monnaie issue de l'Union européenne. Parce qu'effectivement, comme je disais tantôt, à mesure que les pays vont avoir ce plaisir, cette force, cette audace de pouvoir toujours utiliser leur monnaie nationale, eh bien, ils auront la pleine facilité de pouvoir mieux apprécier leurs statistiques. C'est aussi ça. Parce que lorsque les statistiques sont faites ailleurs, eh bien, il y a toujours manipulation des données. Or là, à partir du fait que chaque pays a ou détient sa monnaie et peut effectivement rentrer en jeu de commerce, échange, demande, offre et achat, on a l'aisance à partir bien sûr de pouvoir mieux apprécier les efforts, les prouesses de chaque État. Et on n'aura plus effectivement besoin de soupçonner qui est réellement le pays qui est en bonne santé financière, en bonne santé économique ou en bonne santé énergétique, parce que les données mises en place par le système de l'ISO 20022 permettront à ce qu'il y ait cette blockchain, donc ce système, cette archive numérique qui va pouvoir effectivement pallier aux insuffisances ou aux limites de la monnaie fiduciaire ou aux limites du SWIFT. On aura justement cette vision panoramique et transparente et surtout sécuritaire qui permettra à ce que les pays puissent réellement s'appuyer. Voilà.